Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Tech Show with Sogeti, la nouvelle édition. Je suis content de vous retrouver après un été que j'espère vous aurez passé plutôt agréable. Au sommaire, comme d'habitude, on va commencer par les news qui me plaisent. S'en suivra un débat autour de la thématique « Le Big Data est-il mort ?» et je serai accompagné de Johan Picard et de Stéphane Minozzi sur cette thématique-là. Et nous terminerons, comme d'habitude, avec un sujet innovation, le point sur le i. On commence tout de suite. Alors, la première news, en fait, concerne l'industrie du gaming et du e-sport. Donc, on sait que le gaming et le e-sport représentent en valeur monétaire, en transaction, plus que l'industrie du cinéma et de la musique réunis. C'est donc quelque chose de majeur, d'assez énorme. Sogeti l'a compris depuis pas mal d'années maintenant, puisqu'on sponsorise une équipe qui s'appelle Oplon et qui vient juste de passer en LFL sur League of Legends, ce qui est un résultat assez prometteur. Mais du coup, tout le monde s'y met. Et on vient d'ouvrir le eSpot à Paris. Intel sponsorise cet lieu de gaming et d'e-sport, ce lieu de gaming et d'e-sport, qui représente à peu près 2000 m², qui est ouvert 7 jours sur 7. Il y a 90 PC, 30 Switch, 30 PS5. Il y a un espace VIP, il y a des simulateurs alpines. Il y a une arena pour faire des émissions et des compétitions professionnelles de sport. C'est un endroit assez exceptionnel, rue de Rivoli, en plein cœur de Paris. J'étais content de visiter cet endroit. Et j'y retourne d'ailleurs demain avec une vingtaine de collègues pour rencontrer des experts d'Intel qui vont nous parler des nouvelles technologies et des nouvelles architectures ARC, etc. Donc j'ai hâte d'y retourner, surtout que demain, j'aurai le droit d'y jouer pendant 1 heure. J'ai un travail qui est plutôt sympa. Sur la news suivante, c'est une news pour le coup qui est vraiment très importante sur le marché du mobile et des applications mobiles. Il y a une loi qui vient d'être passée en Corée du Sud qui va obliger Apple spécifiquement à ouvrir son système d'exploitation à d'autres stores que l'App Store officiel. Donc ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est énormément de revenus pour Google et pour l'App Store d'avoir tout ce qui passe, qui est payant et qui donne une partie de ses revenus à ces deux géants du mobile. On voit avec le procès entre Apple et Fortnite ce que ça peut engendrer, parce que 30% sur 1,5 milliard de revenus, ça fait vite quelques centaines de millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Mais au-delà de ça, l'autre aspect qui, selon moi, est intéressant, c'est que Apple, qui était un petit peu en retrait, en train de freiner sur une technologie qui s'appelle Progressive Web Apps, les PWA, qui a été mis en place par Google et donné à l'open source comme ils font assez régulièrement, à mon avis, ça va ouvrir la porte à l'utilisation de cette technologie. Aujourd'hui, Apple freinait pour l'inclure dans son système d'exploitation en n'autorisant pas, par exemple, ou ne faisant pas fonctionner les messages automatiques qu'on peut recevoir sur son téléphone, les fameuses notifications, des push messages. Et ça, à mon avis, ça va changer, ça va ouvrir tout un nouveau champ des possibles sur les applications mobiles. La news suivante concerne la neuromorphique, comme on l'appelle. En fait, côté du CNRS, on a inventé des neurones artificiels qui sont en fait des neurones ioniques. Donc, je ne vais pas vous donner un cours de biologie, mais au niveau de nos neurones, on a des petits neurotransmetteurs qui passent par des petits trous qu'on a dans les synapses pour envoyer les informations d'un côté ou de l'autre. Là, ils ont réussi à mimer cet aspect-là avec des fentes de graphène, des nanofentes de graphène sur des composants électroniques. Et en plus de ça, on a remplacé les électrons par des ions qui sont capables de se regrouper. L'impact de ça, c'est qu'en fin de compte, pour la première fois, on a des neurones artificiels qui sont capables non seulement de stocker de l'information, mais de la traiter également au même endroit, ce que font les neurones naturels. Et ça, c'est une véritable avancée pour la science avec des débouchés qu'on peut imaginer dans la réparation du cerveau, le traitement des maladies neurodégénératives et autres, mais plein de champs des possibles qui restent à inventer aujourd'hui. La dernière news, sur une note un peu plus fun, Châteauneuf-du-Pape, on voit des ovnis. Qu'est-ce qui se passe ? La mairie de Châteauneuf-du-Pape vient de passer une loi qui interdisait aux ovnis de stationner au-dessus du village. Alors on peut se demander à première vue si la mairie n'a pas un peu trop abusé de la production locale, mais en fin de compte, il s'agit bel et bien de protéger l'espace aérien de Châteauneuf-du-Pape des objets
volant non immatriculé, c'est-à-dire non identifié par la préfecture. Ça vise visiblement les drones, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une question de contrôler l'espace aérien et de ne pas faire n'importe quoi au-dessus du village Châteauneuf-du-Pape. Voilà, j'en ai fini pour les news du jour. On va passer au débat qui pique. Aujourd'hui, le débat qui pique sur le big data. Le big data est-il mort? J'ai l'occasion de poser la question à Johan Picard, qui est le Practice Lead Data et Analytics chez Google Cloud. Johan, bonjour. Bonjour Fabien. Et je suis également accompagné de Stéphane Minozzi, qui est le Practice Leader Data chez Sogeti France. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bien, merci à tous les deux de m'accompagner aujourd'hui. On va donc parler un petit peu big data. Mais Stéphane, avant de rentrer dans le sujet et de répondre à la question « le big data est-il mort ?», est-ce que tu peux nous redéfinir le big data, s'il te plaît, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord sur de quoi on parle. Ouais, je vais essayer de revenir. Alors, littéralement, big data, c'est grosses données, donc c'est assez basique. Hein. Sauf que je vais essayer de faire un petit peu une rétrospective sur l'histoire de cette notion des grosses données ou des données massives. Si on regarde l'humanité dès son démarrage, elle a commencé à vouloir traiter des informations qu'elle n'arrivait pas à traiter d'un point de vue humain à son échelle. Alors, on remonte à moins 18 000 avant Jésus-Christ. Ça fait quelques années. Alors, on a identifié des eaux en République dominicaine du Congo qui, alors pour certains, c'est les prémices de la mathématique. Pour d'autres, c'est des prémices du big data, c'est-à-dire une première analyse potentiellement du traitement et du suivi au final des animaux qu'ils voulaient traquer et potentiellement faire un petit peu de prédiction sur qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que les animaux sont là, quand est-ce qu'on peut les attaquer. Donc ça, alors ça reste très subjectif, hein, mais c'est un premier point. Deuxième point, on remonte un petit peu plus tard, 1663. Là aussi, il n'y avait toujours pas d'informatique, mais on avait un premier point qui était la peste bubonique qui était présente en Europe. Alors déjà à l'époque, hein, ce n'était pas le Covid, c'était la peste bubonique. Et Londres a essayé de construire en fait toute une analyse pour pouvoir présenter et voir ce qui se passait en termes de suivi de la maladie, de suivi des contagions, et a commencé à faire aussi une analyse assez globale de tout ce qui se passait autour de Londres. Et donc, on a eu une première prémisse aussi de cette volonté de prédire, d'être en avance de phase par rapport à ce qu'on pouvait se passer. Ensuite, on a eu l'informatique moderne, 1970, le SQL. Donc là, c'est effectivement, pour nous aujourd'hui, assez ancien, mais c'était aussi les premières approches où, d'un point de vue informatique, on commençait à stocker de la donnée potentiellement en masse par rapport à ce qu'on avait pu faire par ailleurs. 1980, BI, OLAP, les cubes OLAP, cubes multidimensionnels. On se retrouve aussi avec une approche, on a besoin d'avoir une vision plus large de la donnée, et donc on commence à avoir ces prémices. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite l'Internet est arrivé, 1990, on a commencé à avoir des premiers systèmes distribués, Google, Yahoo, qui commençaient à stocker un certain nombre d'informations assez importantes, assez massives. Et il y a eu une première initiative en 2008 avec Yahoo qui a voulu lancer une initiative qui s'appelait Hadoop, qui a lancé un projet en open source et qui a duré à peu près 4 ans. C'est-à-dire que le projet, la première version d'Hadoop, la 1.0, est sortie en 2012. Entre-temps, Microsoft, Amazon, qui étaient présents et qui commençaient aussi à capter beaucoup d'informations, l'un sur l'e-commerce, l'autre sur la partie bureautique, a commencé à vouloir structurer ces informations, proposer des services cloud. Donc là, on commençait à voir le cloud. Les smartphones sont arrivés. Une masse d'informations qui commençait à être de plus en plus importante. Et donc, le souhait qui a été de pouvoir aller sur cette notion de data lake, de big data, était de commencer à se dire on va concentrer beaucoup plus d'informations. Ça va pas se limiter à notre système d'information et c'est une vraie manne d'informations qui va être très importante pour pouvoir enrichir ce qu'on va proposer. Donc là, il y a eu des initiatives. Donc 2010, Amazon, Microsoft. 2012, donc Yahoo qui atterrit avec le projet Hadoop. 2014, IBM qui sort sa première solution, IBM Bluemix, une solution cloud assez avancée. Et 2016, Google qui se lance dans la danse et qui propose sa solution Google Cloud Platform. Et puis je dirais, entre-temps, cette manne d'informations commençait
avoir des répercussions en termes on va dire de protection de données. Donc la RGPD en 2016 a aussi commencé à ralentir un petit peu les initiatives. Donc on s'est retrouvé avec une approche où il y a eu quelques ralentissements, des transitions, on va dire, technologiques qui ont été présentes. Et donc voilà, la première et l'enjeu principal au final de ce big data, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir une masse d'informations complémentaires à ce qu'on pouvait structurer, gérer déjà dans notre système d'information, et de pouvoir l'enrichir pour pouvoir en faire des prédictions et des prévisions beaucoup plus globales sur ce qu'on pouvait faire dans son récit. D'accord, merci Stéphane. Donc Johan, tu veux compléter un petit peu la donnée, la grosse donnée qu'on connaît chez toi? J'aime beaucoup la rétrospective, merci Stéphane. Et si je devais compléter peut-être dans la question le big data est-il mort, on peut entendre big data de deux façons différentes. Est-ce que c'est le besoin d'analyser ma donnée, toujours croissante, toujours plus véloce, toujours plus massive, qui lui continue à grandir et à croître au fil des années, ou est-ce que c'est vraiment le big data au sens data lake, l'ensemble de technologies qui ont rendu possible cette analyse de données dans les dernières années, qui lui peut-être en effet a tendance à s'essouffler. Donc on en reparlera tout à l'heure j'imagine, mais oui, on va revenir sur ces deux aspects. Merci Johan, on va revenir sur les data lakes et autres, mais c'est vrai qu'on entend souvent la donnée c'est le nouveau pétrole, hein, ça a été un peu rabâché pendant pas mal d'années, mais du coup on a beaucoup pris toutes les données, on les a regroupées dans des outils, on va y revenir un petit peu après, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire le tri un peu des données avant de se lancer dans une initiative de big data, ou est-ce qu'on prend tout et on voit ce qu'on peut en faire, Johan? Est-ce qu'on peut faire le tri? Ça serait une bonne idée en effet, parce que une des raisons principales qui ont amené ces data lakes de nos jours à s'essouffler de plus en plus, c'est en effet qu'on a récupéré toute la donnée de partout, on l'a mis au même endroit, on a voulu la centraliser, la gouverner, ce qui a posé des problèmes justement de gouvernance, de mise à disposition de cette donnée-là, de problématiques d'accès, et donc finalement d'exploitation à la fin, ce qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Donc est-ce qu'on pourrait filtrer pour mitiger un peu ce problème-là? Peut-être. Maintenant, une équipe centrale de data lake n'a pas forcément conscience et connaissance au préalable de tous les cas d'usage, de toutes les entités métiers à l'avenir. Et on pourrait peut-être avoir peur, en faisant un tri, de rendre impossible certains cas d'usage qu'on n'aurait pas prévus en bloquant un gisement qu'on n'avait pas identifié initialement. Donc le tri pourrait être intéressant, mais je pense qu'il ne peut pas être porté dans les organisations telles qu'on les voit à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est une des raisons principales qui ont porté ces équipes-là à vraiment amasser le maximum de données pour être sûr de ne pas être bloqué, pour être sûr de si un cas d'usage a besoin de tel ou tel jeu de données, de pouvoir le délivrer jusqu'au bout. Peut-être qu'on pourrait changer un peu, redistribuer les cartes, peut-être qu'on pourrait penser à des nouvelles architectures, et je pense que de nos jours, c'est de plus en plus le vent en poupe, de réintégrer finalement les utilisateurs et les métiers et les différentes entités au sein du cycle de vie de cette donnée-là, pour qu'ils aient leur mot à dire de l'inception, on va dire, de l'ingestion de cette donnée-là jusqu'au cas d'usage, à son exposition. Et peut-être que si on arrive à construire une plateforme qui fonctionne vraiment comme ça, en synergie avec les métiers et les plateformes, peut-être que dans ce cas-là, on pourrait en effet faire un tri qui est intelligent, qui est informé, et être peut-être plus efficace dans l'analyse de ces données-là. D'accord, dans l'analyse et dans la mise en place des bons outils et des bonnes méthodologies, on va y revenir. Mais du coup, Stéphane, pourquoi est-ce qu'on met des data mart, des dataware, des data lakes, des data, tout ce qu'on veut en place? Les données sont déjà dans le système d'information. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui, au final, a été poussé par des technologues comme nous, comme moi, j'ai envie de dire, sans impliquer suffisamment les métiers, comme vient de l'expliquer Joanne, ce qui est essentiel dans l'approche du traitement de la donnée. Pourquoi tous ces outils et comment on en est arrivé là? Alors, de mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le sens data lake au sens stockage et au sens exposition, mais plutôt sur un axe décisionnel BI. On s'est dit, avant de pouvoir les diffuser en fait, à l'ensemble du système d'information, à l'ensemble des métiers, on s'est dit, tiens, si on commençait à faire de l'analyse. Donc en fait, on est tombé dans un travers qui est un travers effectivement technologique et surtout un travers méthodologique, où on a construit au final... Alors, les termes dataware, datamart me font un peu mal aux oreilles à chaque fois que je les entends parce que ça a une connotation très cartésienne. On est sur une structure, sur quelque chose d'organisé, alors que le big data, sa première vocation, elle est justement de ne pas être organisé. Et je pense qu'un des vrais soucis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a voulu, et comme le disait Joanne tout à l'heure, on a voulu construire cette notion de data lake et de big data sur un axe où on allait être capable en fait, de maîtriser la qualité de la donnée, maîtriser ces systèmes. Alors on s'est lancé, on s'est dit non, c'est pas possible parce que la masse est importante.
Donc on a lancé des data scientists en se disant on va lancer des maths et des stats pour pouvoir avoir cette approche-là. Sauf qu'on a toujours eu ce travers de se dire oui, mais une fois qu'on aura fait des analyses et qu'on aura identifié des choses, il faut que derrière on puisse le repousser et le remettre au final dans une trajectoire, on va dire, assez en entonnoir où on analyse, on classe, on fait des data mart, dataware, data mart et puis ensuite on restitue. Donc le vrai souci, et ce qui est assez amusant à voir aussi, c'est que les cloud providers aujourd'hui ne viennent pas du décisionnel, ce sont des structures qui viennent du digital. Google, avec les smartphones, avec la recherche plein texte, viennent du digital. Microsoft vient de la bureautique. Et Amazon vient du e-commerce. Donc on a en fait utilisé une technologie et on se l'est accaparé en la prenant comme étant quelque chose de décisionnel d'analytique, alors qu'il y a potentiellement effectivement une approche différente et d'embarquer les métiers sur des usages différents est sans doute une des réponses qui pourrait répondre à ça. D'accord, merci Stéphane. Mais du coup, tous ces outils, on a beaucoup entendu parler d'Hadoop dans les années qui viennent de passer. On voit qu'aujourd'hui, Hadoop, ça disparaît un petit peu, ça n'a plus le vent en poupe si je voulais faire une rime. La duplication des données, ça coûte cher en stockage, mais aussi en CO2, c'est quand même quelque chose d'important à notre époque. Ça perturbe la gestion des données et leur gouvernance. Donc, quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui, en quelques mots, qu'on pourrait mettre en place ou auxquelles on pourrait réfléchir pour mieux gérer cette data ? Alors, Hadoop, effectivement, a été, alors, comme souvent en informatique, je vais faire mon historien, mais je vais arrêter. Souvent en informatique, on a tendance en fait à avoir une approche très technique au début et d'avoir effectivement besoin de forte technicité. Donc Hadoop, comme on l'a vu, c'est dans l'open source, c'est des personnes qui sont plutôt technophiles, qui ont construit ce système-là à juste cause pour pouvoir faire du traitement distribué et de l'injection distribuée. Donc on est arrivé à la limite de l'exercice, c'est-à-dire que alors, la limite et puis la démocratisation aussi, comme souvent en fait, on se rend compte que c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, donc on a des technologies qui arrivent, notamment avec les GAFA et puis avec les performances de plus en plus fortes. Donc on a eu cette tendance à aller un peu plus sur des technologies beaucoup plus simples. On va parler de... encore ce terme Enterprise Data Warehouse, une vision beaucoup plus large du système d'information et de la donnée. Et puis, on va aussi commencer à parler de data virtualisation, c'est-à-dire avoir une capacité à accéder à des objets métiers ou à des objets techniques qui sont un petit peu répartis dans tout le système d'information sans avoir besoin de faire cette duplication, cette reconcentration, cette agrégation qu'on a d'habitude quand on fait du décisionnel. Merci Stéphane. Du coup, Johan, chez Google spécifiquement, quelles sont les solutions disponibles pour gérer ma donnée ? Comment vous faites quand on va dans Google Cloud pour gérer de la donnée ? Comment on fait ? Comment vos clients font ? Alors la question est vaste et je pourrais me lancer dans la liste de l'offre qui est massive. Je pense que le format n'est pas adéquat. Si juste je devais me concentrer sur quelques axes qui nous différencient et qu'on essaie de pousser pour nos clients, c'est ce qu'on fait en interne finalement pour nos propres besoins. Il faut savoir que le plus gros client de Google Cloud, ça reste Google. Et tous ces besoins-là d'analyse de données massives, on les a traités avec certains axes. Le premier étant le serverless. Alors serverless, qu'en général, on applique très souvent à l'applicatif, mais qui de plus en plus s'applique à la data et qui est là justement pour venir décongestionner un peu ces plateformes-là, toutes ces problématiques d'opérationnalisation, de monitoring, toutes ces tâches qui prenaient finalement énormément de temps. On mentionnait Hadoop par exemple, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas la seule technologie qui a besoin de ça. C'est quelque chose dont on essaye de s'abstraire au maximum et de rendre facile et transparent pour l'utilisateur qui consomme un service finalement sans réfléchir à la technologie sous-jacente, à l'infrastructure, à la scalabilité, à la disponibilité, etc. Donc ça, c'est un de nos premiers axes et on est aujourd'hui la seule plateforme qui est capable de proposer une offre de bout en bout de plateforme data, first party, entièrement serverless, de l'ingestion de la donnée, que ce soit des fichiers, des événements, des tables, jusqu'à sa restitution, que ce soit du décisionnel, que ce soit de la BI ou que ce soit de l'analytics avancée ou de l'AI, sans finalement penser aux machines, sans penser à l'architecture sous-jacente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met dans tous nos outils d'ingestion, de processing, de stockage et de restitution. Justement, en réponse finalement à ces problématiques opérationnelles du monde Big Data on-premise qui ont été évoquées. Et du coup, d'un point de vue sustainability aussi, parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt, je crois que cette approche qui peut être parfois coûteuse, quelle est la réponse de Google aux aspects sustainability sur tous ces outils et cette approche ? J'ai beaucoup aimé ta phrase, ça coûte cher en stockage et en CO2, c'est vrai. C'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Il faut savoir que chez Google, on est carbone neutral depuis quelques années et depuis 2017, on match 100% de notre consommation énergétique en énergie renouvelable et on décommissionne de plus en plus de technologies non renouvelables et d'énergie non renouvelable et on s'est committé pour qu'en 2030, tous nos data centers et l'intégralité de Google ne tournent uniquement que sur de l'énergie renouvelable. Donc c'est vraiment un gros commitment pour nous. On ne pense pas que ça peut marcher autrement, en tout cas de façon pérenne dans le temps.
Bien sûr. Merci Joanne, mais du coup, c'est très clair. Pourtant, j'ai quand même des clients aujourd'hui qui souhaitent conserver leurs données on-premise. D'accord ? Ils n'ont pas encore fait le pas, j'ai envie de dire, vers le tout cloud. Les solutions que Google est capable d'apporter, il me semble qu'il y en a, si les clients veulent conserver leur data on-premise. Quelles sont-elles ? Tu peux nous parler un petit peu de ces architectures ? Bien sûr. Pareil, le sujet est vaste, si je devais le résumer rapidement. Premièrement, on s'est attaché à créer des offres cloud pour abstraire finalement ce besoin d'on-premise. Qu'est-ce qui est derrière ce besoin d'on-premise ? En général, c'est la confidentialité, ça peut être différentes problématiques. Donc la première chose qu'on a fait, c'est, avec certains de nos partenaires, créer des solutions d'encryption avancées qui permettent aux clients d'encrypter leurs données avant de la mettre dans le cloud. Et même une fois qu'elle est dans le cloud, au moment du processing dans le cloud, en gardant des clés qui sont entièrement on-premise, de sorte à ce que le cloud provider ne voit à aucun moment la donnée en clair. Puis on est même allé encore plus loin que ça avec la technologie du confidential computing qui fait que même à l'intérieur de la RAM des machines virtuelles et de nos différents services managés, la donnée est invisible par l'hyperviseur et donc le cloud provider. Donc ça peut alléger une bonne partie des besoins d'hybridation, des besoins d'on-premise. C'est la première chose. La deuxième, d'ailleurs, ce besoin d'on-premise se cache souvent aussi un besoin de souveraineté. Et notre leader IMIA a récemment publié un blog post que je vous invite à lire, qui décline un peu notre stratégie par rapport à ces besoins de souveraineté en Europe spécifiquement et dans chacun des pays avec ses spécificités, basé sur 3 grands axes, de la souveraineté digitale, la souveraineté logicielle, la souveraineté opérationnelle, la souveraineté de la data. Et on a une stratégie là-dessus et on commence à faire des annonces en Europe, à droite à gauche, justement sur ce sujet-là. Mais si jamais ces deux technologies-là, à la fois l'encryption et la sécurisation, mais aussi la souveraineté ne permettent pas de répondre vraiment aux besoins précis d'un client en termes d'on-premise, on est capable en effet de proposer des architectures qui sont hybrides. Il faut se rappeler que la plupart des produits open source à l'heure actuelle en action sur le marché du big data viennent très largement de publications que Google a fait, de white paper que Google a fait, ce qui fait que nos produits à l'heure actuelle sont encore très fortement perméables, très fortement compatibles avec ces technologies open source. Donc on est capable aujourd'hui de créer des architectures hybrides, alors que ce soit avec leurs équivalents open source de nos produits, soit avec notre offre Anthos de cloud hybride, des architectures qui fonctionnent. Et ensuite, il nous reste au cas par cas pour chaque client, voir comment ils veulent gérer la gouvernance de leurs utilisateurs hybrides, la gouvernance de leurs données, le processing, etc. C'est ce qu'on fait au cas par cas et on a des solutions en effet. C'est très clair, merci Joanne. Mais du coup, Stéphane, si je me tourne vers toi, en fait, j'ai l'impression que c'est plus l'organisation et la méthodologie qu'il faut travailler que les technologies. Les technologies sont là, hein, Joanne vient de nous l'expliquer, pour tout un cas et tout un ensemble d'architectures hybrides, plus ou moins hybrides, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, Stéphane, sur l'organisation de la méthodologie du traitement de la donnée ? Alors, en complétant effectivement sur les technologies, elles évoluent beaucoup ces derniers temps. Il y a eu un 2010 et un 2020-2021. On est sur des approches où on a une capacité de traitement aussi qui est beaucoup plus puissante que ce qu'on a pu faire par ailleurs. On revoit arriver SQL en force, revenir avec une techno qui est un peu moins complexe à prendre en charge, donc qui permet de revenir et d'adresser ces sujets-là à des personnes beaucoup plus larges, moins technophiles. Et sur un axe organisation, je suis d'accord effectivement avec vous, c'est le vrai point de blocage qu'on a aujourd'hui. On est encore sur des carcans méthodologiques, comme je le disais, très, très orientés cartésiens. Il faut qu'on sorte de cette approche-là. Il faut qu'on aille chercher des cas d'usage. Il faut qu'on aille travailler avec les métiers. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Quand on fait de la data gouvernance, la première des choses, c'est embarquer les métiers, n'embarquer pas que la partie technologique. Et une fois qu'on a... Alors, il y a des approches comme le data mesh qui permettent effectivement de travailler par silos fonctionnels et cas d'usage. Et donc, ça va nous permettre ensuite, grâce aux technologies qui sont beaucoup plus puissantes qu'il y a quelques temps, de pouvoir avoir des approches beaucoup plus faciles de prise en main des plateformes big data. C'est très clair, merci Stéphane. L'usage, toujours l'usage, et évidemment bien impliquer vos métiers. Du coup, Joanne, je me tourne vers toi un peu pour conclure, parce qu'on arrive au bout de cette séquence. Je te repose la question. Le big data est-il mort ou est-ce qu'il n'est pas mort ? Encore une fois, je pense que le besoin d'analyser la donnée ne fait que grandir. Elle devient de plus en plus complexe, elle devient de plus en plus variée, de plus en plus événementielle. Ce besoin-là, il continue de grandir. Donc le big data, si on le définit comme ce besoin-là, est clairement très en vie et très bien portant. Maintenant, en effet, les technologies sous-jacentes, les data lakes, ces idéologies de centralisation de la donnée, sont en effet un peu en perte de vitesse. Alors il y a différentes technologies, différentes approches qui viennent disrupter un peu le data lake, notamment le lakehouse par exemple, pour réduire un peu le nombre de silos et essayer de faire une plateforme un peu commune pour tous les cas d'usage, qui viennent bien sûr adresser une partie de ces solutions-là. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Je ne pense pas, parce que finalement, on continue à centraliser, on continue à avoir un bottleneck central
pour ensuite pouvoir délivrer des cas d'usage dans les différents métiers. Donc je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire. Et tu viens de mentionner typiquement DataMesh, je pense qu'il y a des approches en effet de décentralisation, de redonner le pouvoir aux métiers, aux cas d'usage et aux utilisateurs qui ont beaucoup de potentiel et qui sont notamment portés par ces plateformes plus simples, ces plateformes serverless qui donnent finalement de l'autonomie à ces différentes entités pour pas qu'ils aient à réinventer la roue et à recréer leur propre plateforme et leur propre silo. Donc je pense que portés par ces avancées technologiques-là, ces modèles décentralisés vont rendre possible, non pas finalement de faire survivre le big data, mais de le faire passer, je l'espère, à une nouvelle vitesse, une nouvelle ère. Clairement, donc je pense pas. Merci Johan. Le salon du Big Data ouvre demain ses portes. J'imagine que Google sera présent et aura quelques annonces à faire. 10 secondes. Alors en effet, on sera là, on a 8 talks d'ailleurs avec des partenaires et sur nos technologies. On va en effet faire des annonces sur des offres de gouvernance comme Dataplex, etc. On va aussi avoir des talks dédiés sur le NoOps en particulier en plénière ou bien sur le DataMesh justement, comment on l'envisage et comment nous on l'implémente chez Google. Donc n'hésitez pas à regarder sur l'agenda du salon pour voir les différents talks qu'on va faire sur ces 2 jours. Très bien, merci à tous les deux. Johan Picard, je rappelle, Practice Lead Data et Analytics chez Google Cloud. Stéphane Minozzi, Practice Leader de Love Data chez Sogeti. Je vous remercie. Bon après-midi. Merci à vous. Et on passe maintenant sur le point sur le i. Mon cher Dany, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Est-ce que Fabien, tu t'es jamais demandé ce que ça faisait d'être un hacker ? Moi, si. Il faut avouer qu'ils sont plutôt bons, même si ils peuvent parfois faire beaucoup de mal. Donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler d'innovation en cybersécurité. Là, vous allez pouvoir voir en temps réel une carte qui va vous montrer en temps réel, en fait, toutes les cyberattaques qui ont lieu dans le monde. C'est une simulation, certes, mais c'est basé sur des vraies données, des données réelles. Et comme on peut le voir, on est déjà à 19 millions, presque 20 millions d'attaques aujourd'hui, avec des pays les plus targetés, le Népal, la Mongolie, et puis des secteurs les plus targetés, l'éducation et le secteur public. Donc, c'est effectivement assez alarmant. Le but, c'est pas d'être alarmiste, vous allez le voir, on va en parler un peu plus tard. Mais effectivement, ça ne fait qu'augmenter jour après jour, avec en 2020, le nombre de cyberattaques recensées qui a été multiplié par 4, avec des conséquences parfois très graves. Un exemple frappant, c'est peut-être que vous avez entendu parler de cette fameuse, la plus grande cyberattaque en fait, de l'histoire d'Irlande, que l'Irlande ait connue. Elle a eu lieu au printemps dernier et donc elle a ciblé le système de santé publique et les hôpitaux. Et là, normalement, à l'écran, vous voyez, vous allez voir très prochainement, une capture d'écran d'une vraie conversation entre les hackers et le groupe de hackers et l'employé d'un hôpital, victime de ce qu'on appelle un ransomware, donc en français rançongiciel. C'est toujours moins classe. Le groupe de hackers affirme avoir volé 700 gigas de données patients, des dossiers médicaux jusqu'au relevé bancaire, donc données sensibles, et il demande pas moins de 20 millions de dollars pour rendre l'accès à ces données et ne pas les diffuser. Et le Premier ministre irlandais, de son côté, est ferme. Il a réagi de la manière suivante. Nous sommes très clairs, nous ne paierons aucune rançon. Et c'est courageux comme position, mais en réalité, le prix que paye l'Irlande est bien plus élevé. Annulation de milliers de rendez-vous critiques et des retards dans les tests Covid, sans parler bien sûr du coût de la reconstruction totale du système d'information. Et tout cela juste parce qu'un employé a ouvert un email malveillant et a téléchargé la pièce jointe. D'ailleurs, avant de poursuivre, je vais demander à Fabien de consulter sa boîte mail. Je vois donc ma boîte mail. Alors c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu vois ? Ça peut être
perturbant. Alors évidemment, c'est un fake, hein, je préviens tout le monde, c'est un fake, c'est pour les raisons de démonstration. Mais sur ma boîte mail, vous voyez que j'ai reçu un email d'Emmanuel Macron qui est en train de regarder cette émission en temps réel. Donc c'est plutôt sympathique, avec un lien sur lequel j'aurais plutôt eu envie de cliquer puisqu'il s'agit de elysée.gouv.fr. Mais quelque chose me dit qu'Emmanuel Macron n'a pas mon adresse mail personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé, Dany ? Incroyable, n'est-il pas? Donc le président de la République en personne qui t'écrit, évidemment, la supercherie est évidente. Et ne refaites pas ça à la maison, on ne va pas vous dire comment on a fait. Heureusement, chez Capgemini, on a des filtres assez efficaces qui permettent de repérer ces tentatives de phishing, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les organisations. Et surtout, cela montre qu'il est assez facile d'usurper l'identité de n'importe qui et de duper son destinataire. Donc Fabien, si tu t'es fait avoir, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Puisque 88% des violations de données ont pour cause une erreur humaine. Donc c'est issu d'une étude récente. Conjointe avec l'université de Stanford. Et c'est pas surprenant, on fait tous des erreurs, surtout quand on ne sait pas. C'est pourquoi on a tous besoin d'être formés correctement au risque cyber, et bien que la plupart des organisations, des entreprises sont convaincues de cette nécessité de sensibiliser les utilisateurs, force est de constater avec cette stat qu'elles ont du mal à y parvenir encore aujourd'hui, et les raisons on les connaît, des formations obligatoires en e-learning, la plupart du temps, peu engageante, très théorique et souvent moralisatrice. On y est tous passés et il est donc temps de remettre un peu de fun dans les formations cyber. Du coup, tu as une solution un peu innovante là-dessus, Dany, j'imagine. C'est ce qu'on a essayé de faire en créant le CTF as a Service. CTF, ça signifie Capture the Flag. Et il s'agit à l'origine de compétitions où des experts cyber doivent trouver des vulnérabilités dans un système. On s'en inspire pour changer l'angle d'attaque, littéralement, en mode formation, et en mettant l'utilisateur dans la peau d'un hacker, véritablement. Donc la plateforme que vous voyez ici, elle a été développée par nos équipes. On y trouve différents challenges à résoudre, voilà, dans un environnement qui est gamifié. Cela peut traiter du phishing, de la gestion des mots de passe ou de tout autre sujet. Et les meilleurs apprentis hackers apparaissent dans le scoreboard pour créer une saine émulation entre les participants. Le jeu est adapté à tout public, des spécialistes de l'IT au business en passant par les fonctions administratives. Ça, c'est vraiment une force de ce jeu-là. Tu veux dire que je pourrais participer alors, c'est ça ? Tu pourrais, il faudrait que tu te remettes un petit peu peut-être à apprendre un peu à coder, mais ça va le faire. On peut regarder un exemple très, très basique que vous découvrez à l'image, donc le BIOD, un exemple de challenge où on nous demande de télécharger un fichier image. Il s'agit d'une photo prise dans un train où des passagers travaillent sur l'ordinateur. A priori, rien de confidentiel n'apparaît sur l'image, mais si on cherche bien en zoomant, on va trouver le fameux flag. Voilà, en zoomant, on trouve le flag. Puis on va le reporter sur la plateforme et ainsi valider le challenge qui apparaît maintenant, normalement, qui va apparaître en vert. Magnifique. Il y a plus, donc il est très simple celui-ci, il est assez parlant, mais il y a aussi le déverrouillage d'un fichier Excel protégé. Il y en a plus de 40 disponibles. On peut même cloner un badge comme celui-ci, un badge d'entreprise, qui vous permettra ensuite d'aller utiliser le crédit cantine de votre collègue. Donc c'est effectivement assez ludique, c'est assez fun, mais c'est aussi plutôt très efficace. On atteint en moyenne 5 fois plus de participation spontanée que sur des e-learning classiques, avec 70% des challenges validés et 90% de satisfaction de l'expérience. La gamification de la formation, tout c'est à quelque fait. chose d'essentiel. Hein. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous à l'adresse labs.fr@sogeti.com. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain point sur le i. Merci mon cher Dany. Merci donc. Toujours intéressant tes rubriques innovation. Là, le Capture the Flag as a Service en mode gamifié pour former tout le monde et sensibiliser tout le monde. C'est vraiment pas mal. Donc, je remercie. On arrive au bout de cette émission. Merci Joanne Picard, Stéphane Miznozi, Dany. Merci à toute l'équipe technique qui nous permet de réaliser ce show. On se retrouve donc dans un mois pour le prochain Tech Show with Sogeti, qui nous permettra de revenir sur la cybersécurité et de parler vraiment plus des cybermenaces et de faire le point avec quelques experts. Je ne vous en dis pas plus sur le nom de l'expert. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Vous allez voir, on va encore avoir des bons intervenants. Merci à toutes et à tous.